Maintenant, on est dans la partie de l'étude de mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Pour cela, nous allons utiliser la base de Freinet. La base de Freinet, notée MUN. M c'est l'origine, UUN ce sont deux vecteurs unitaires de norme 1. Donc cette base n'a pas de vecteur fixe, contrairement à la base de repère cartésien. En IGK, elle suit le mouvement donné par le système. Ça veut dire qu'à chaque point appartient à la trajectoire du système étudié, on peut représenter la base de Freinet telle que M est le centre d'inertie du système étudié, puisqu'il s'agit d'une particule de dimension de très faible dimension. Donc le centre d'inertie de la particule, c'est la particule elle-même. U est le vecteur tangent de même sens que le vecteur vitesse. Donc elle est tangent à la trajectoire et elle a le même sens que le mouvement. N est le vecteur normal dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire. À ce niveau, la base de Freinet s'utilise que pour les mouvements circulaires. Donc si on a un mouvement circulaire, on utilise toujours la base de Freinet. Donc ici, on considère une trajectoire quelconque. Si on veut représenter la base de Freinet au point M, donc on commence par tracer un cercle tangent au segment ou bien à la courbure au voisinage du point M. Ce cercle est de rayon ρ. N, elle est dirigée vers le centre du cercle. Elle est confondue avec le rayon qui passe par le point M. Si on veut représenter U, donc le vecteur U elle est perpendiculaire à N. Et on considère ici que le sens de mouvement vers le bas, donc U elle est tangente à la trajectoire et dirigée vers le bas. On suppose qu'on veut représenter la base de Freinet au point N. Donc on commence par tracer comme d'habitude le cercle de rayon ρ. ρ elle est toujours pour la base de Freinet, ρ peut être qu'elle soit variable. Ici donc nous avons déjà tracé le cercle. On représente le vecteur n qui est confondu au rayon qui passe par le point N et U qui a le même sens du mouvement. Pour les expressions vectorielles de V et de A, vecteur vitesse et accélération de la base de Freinet, on considère une trajectoire simple, circulaire, de rayon R. Rho, c'est R. Dans ce cas, Rho, elle est constante. Si on veut tracer M au point, si on veut tracer la base de Freinet au point M, le vecteur N sera radial, il est confondu au rayon qui passe par le point M, et le vecteur U, il est tangent à la trajectoire, ça veut dire il est perpendiculaire à N, et elle a le même sens que le mouvement. On suppose que dans ce cas, le sens du mouvement, c'est le sens anti-horaire. Le vecteur vitesse V s'écrit ainsi, V égale à V fois I, puisqu'il est tangent à la trajectoire et il a le même sens que le mouvement. Donc V, il est toujours, dans la base de Freinet, V, il est toujours collinéaire avec U et il a le même sens. Le vecteur accélération A, il a deux composantes, AT qui suit le vecteur U et AN qui suit le vecteur N. Ça, c'est l'expression générale. Avec AT, c'est la dérivée de vitesse et AN, c'est V au carré sur O. Donc remarque, dans le cas d'un mouvement circulaire, le rayon de courbure ρ est identique au rayon R de la trajectoire circulaire. Donc si on a une trajectoire circulaire, ρ c'est R. Et ρ est considéré ici constant. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, ρ égale à constant, circulaire, puisqu'il est circulaire, et uniforme, alors la vitesse, elle est constante. Mais le vecteur vitesse n'est pas constant car elle ne garde pas la même caractéristique. Donc elle change de direction et de sens. Puisque V égale à constante, alors AT égale à 0, puisque AT égale à la dérivée de V.
Le vecteur A, l'expression de vecteur A devient AN fois N. Donc ce terme, il est annulé. Donc AN fois N égale à V au carré sur R fois N. Donc le vecteur A, dans ce cas, essuie le vecteur N. Le vecteur accélération est dit centripète. Elle est comme N, elle a le même sens que le vecteur N. Donc voici la représentation du vecteur accélération au point N. Maintenant, on va voir l'expression vecteur accélération en fonction de la charge Q, de la masse M, du vecteur vitesse V et du vecteur champ magnétique B. Pour cela, on va émettre trois hypothèses. La première hypothèse, on va considérer que le champ magnétique est uniforme. On travaille toujours avec ces hypothèses. Le vecteur B est perpendiculaire au vecteur vitesse initiale. Donc l'angle entre P et V, 0 égale 90 degrés. Et la particule n'est soumise qu'à la force de Lorentz. Le poids de la particule et les frottements sont négligeables. En appliquant la deuxième loi de Newton, on trouve la relation vectorielle suivante. On sait que, donc on a seulement une seule force, c'est la force de Lorentz, égale à la masse fois l'accélération d'après la deuxième loi de Newton. La force F, c'est Q fois V vectoriel B. Donc on trouve l'expression A égale à Q sur M fois V vectoriel B. Dans cette sous-partie, on va voir la nature du mouvement. Donc, on va commencer par montrer que le mouvement est plan. Pour cela, on considère une région de l'espace dans laquelle règne un champ magnétique P, dirigé vers l'intérieur, représenté par une croix, et on considère qu'au point A, que la particule est lancée avec une vitesse initiale V0. Donc, la particule va suivre une trajectoire curviligne de centre O. On considère un repère OIJK, I dirigé vers horizontal, J vertical et K vers l'extérieur, en utilisant la règle de la main droite. Ici, d'après la figure, on a B et K sont parallèles, mais de sens opposé. Donc B égale à moins B fois K. Et puisque A égale à Q sur M fois V vectoriel B, d'après la deuxième loi de Newton, et en utilisant les propriétés des produits vectoriels, que nous avons vu dans la première partie, on déduit que A elle est perpendiculaire à B. Donc A est perpendiculaire à B, implique que AZ égale à 0. Car B elle est collinéaire à K. Donc A elle est perpendiculaire au vecteur K. La projection de A sur le vecteur K, selon Z, donc AZ égale à 0. Et puisque AZ c'est la dérivée de vitesse, alors d2vz sur d2t égale à 0. Et par intégration successive, et en tenant compte des conditions initiales de vitesse et de position, donc les conditions initiales que nous avons ici, x0 égale 0, y0 égale la distance OA et z0, on s'intéresse à z. Donc z0 égale 0 et le v0z égale 0. Donc Vz égale Vz0, puisque dérivée de Vz égale à 0, alors Vz égale à constante, et la constante c'est Vz à l'instant t égale à 0. Et Vz à l'instant t égale à 0 égale à 0. Alors d2z sur d2z sur d2t égale 0, implique que z égale à constante égale à z0. Et puisque z0 égale à 0, alors z égale à 0. Nous avons trouvé que z est nul, ou bien est constant. Donc z est constant, donc le mouvement est plan. Donc le mouvement de la particule a lieu dans le plan OXY, puisque z est constant, orthogonal à B. Donc on a toujours le plan de mouvement, il est toujours perpendiculaire au vecteur B. Et sa trajectoire, elle est plane. Dans cette partie, on démontre que le mouvement est circulaire uniforme. On commence par montrer que le mouvement est uniforme, ça veut dire que le V égale constante. Et puis, on montre que le mouvement est circulaire, ça veut dire que ρ égale à constante. Donc, on considère une particule lancée avec une vitesse initiale dans une région dans laquelle on règne un champ magnétique B dirigé vers l'intérieur. Au point M, on peut représenter
la base de Freinet, N elle est dirigée vers le centre de la trajectoire, U elle est tangent à la trajectoire, donc I et 1 sont perpendiculaires. Et V elle est alignée avec U, puisque V égale à V fois I. En utilisant la base de Freinet, on a A égale à N fois N plus AT fois U. Nous avons déjà fait cette relation avec ρ le rayon de la courbure. Et nous avons démontré en utilisant la deuxième loi de Newton que A égale à Q sur 1 fois V vectoriel B. Et d'après la première propriété du produit vectoriel, A elle est perpendiculaire à V. Puisque V elle est alignée avec U, A est perpendiculaire à V, alors A elle est perpendiculaire à U. Puisque A est perpendiculaire à I, alors AT égale 0. Implique que d de V sur d de t égale à 0, puisque AT égale d de V sur d de t. Parce que la dérivée de vitesse est nulle, donc V égale constante. Par la suite, le mouvement est uniforme. Donc nous avons fait la moitié du travail, donc nous avons déjà démontré que le mouvement est uniforme. Il ne reste que de montrer que le mouvement est circulaire. Donc on a A égale à N fois N. Ce terme, il est nul. Donc A égale à N fois N égale à Q sur M fois V vectoriel B d'après la deuxième loi de Newton. AN, on va maintenant introduire la norme. La norme de AN égale à la norme de Q sur M fois V vectoriel B. La norme de AN, c'est la valeur absolue de AN fois la norme de N. La valeur absolue de AN égale à V au carré sur ρ, puisque V au carré est positif et ρ est positif. La norme de N égale à 1 dans la base de Freinet, égale la valeur absolue de Q sur M fois la norme de V vectoriel B. La valeur absolue de Q sur M, M il est toujours positif, égale la valeur absolue de Q. Donc on a V au carré sur ρ égale à la valeur absolue de Q sur M fois V fois B. La norme de N égale à 1. Ici, la norme du produit vectoriel, c'est la norme de V fois la norme de B fois la valeur absolue sinus de l'angle entre V et B. Et nous avons déjà dit que V et B sont perpendiculaires, alors l'angle entre V et B est 90 degrés, sinus de 90 degrés c'est 1. Donc il ne reste que V fois B. Donc de cette expression, on peut trouver l'expression de ρ. Donc on a ρ égale à M fois V sur la valeur absolue de Q fois B. V elle est constant d'après la première partie. Nous avons déjà montré que V est constant. La masse, elle est toujours constante. La charge, elle est constante. Et puisqu'il s'agit d'un champ uniforme, B est constante. Donc, rond est constant. Par la suite, la trajectoire est circulaire. De 1 et 2, on en déduit que le mouvement de la particule est circulaire uniforme de rayon R égale à 1V sur la valeur absolue Q fois B. Donc, on a le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Et il est toujours circulaire de rayon R égale à 1 fois V sur la valeur absolue de Q fois B. La dernière partie du cours sera consacrée à la déflexion magnétique. On suppose qu'une particule elle est lancée avec une vitesse initiale V0. Et on met à une distance D un écran. Donc si en absence du champ magnétique, la particule va diriger directement vers l'écran. Donc elle va pénétrer l'écran au point O'. Supposons qu'on a la présence d'une région limitée de largeur L minuscule dans laquelle on a un champ magnétique B dirigé vers nous. Et supposons que dans ce cas, on a donc la trajectoire du système de l'électron. Donc il s'agit d'un électron ici. En utilisant la règle de la main droite, on peut trouver que la charge Q elle est négative. Donc, dans cette région de l'espace, la trajectoire de l'électron, c'est un arc de cercle, puisque la région se limite ici. Donc ici, on n'a pas de champ magnétique. À la sortie du point 1', le vecteur vitesse elle est tangent à la trajectoire, donc le mouvement elle est rectiligne uniforme. Donc l'électron va percuter l'écran au point P.
Le point, donc ici c'est la position initiale dans le cas où on n'a pas du champ magnétique. Ici c'est la position finale, mais à la présence du champ magnétique. La distance O'P est appelée la déflexion magnétique. Donc on cherche maintenant à établir l'expression de dm. On considère que l'angle entre IO et I1', c'est l'angle alpha. Ici, c'est l'angle qui lie l'abscisse curviligne, bien la longueur de l'arc OM' avec le rayon. Et on considère ici le triangle IH'M'. Puisque la droite I1', elle est perpendiculaire à la droite JP, et IH, elle est perpendiculaire à OO', alors l'angle ici, c'est alpha. On va essayer d'utiliser les propriétés du sinus et du cosinus pour déterminer dm en fonction des paramètres connus. Donc on a d'après la figure, sinus de alpha, c'est L sur R. On travaille avec le triangle tangent. Donc sinus de alpha, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé c'est L, et l'hypoténuse, c'est le rayon de la trajectoire, c'est R. Et on a tangente de alpha dans le triangle en jaune. Tangente alpha, c'est l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est dm, et l'adjacent, c'est GJO'. Donc, c'est dm tangente de alpha égale à dm sur la distance d moins la distance OG. On a toujours d, elle est très supérieure à OG, donc on peut négliger OG devant d, et l'expression devient tangente alpha égale à dm sur d. On néglige OG devant d. On est dans le cadre des petits angles, donc on peut établir l'approximation tangente alpha égale sinus de alpha égale presque alpha. Donc tangente alpha c'est dm sur d et sinus alpha c'est L sur L sur R. Alors L sur R égale à dm sur d. On cherche la valeur de dm, c'est L fois d sur R. Et on sait déjà l'expression de R, on remplace et on trouve dm égale L fois d fois la valeur absolue Q fois B sur 1 fois V, car R égale. Donc, d'après cette expression, on peut déterminer par exemple la valeur du champ magnétique B en connaissant les autres grandeurs dm, L, D, Q, ainsi de suite. Et merci de votre attention.